Bonjour et bienvenue pour cette partie spoiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness de Sam Raimi. Je l'ai vu en cinéma et en version originale. Il se trouve que le MCU est unique. 28 films, plus des séries sur différentes plateformes avec différentes pistes d'écriture, ça crée un univers extrêmement dense. Univers que le Marvel Cinematic Universe s'est amusé en plus à mixer avec celui de Sony. Sony ayant produit tous les Spider-Man, et ils ont racheté le fonds de Fox, c'est-à-dire les X-Men, les 4 Fantastiques, qui ont eu plusieurs itérations au cinéma. Donc là, avec cette base énorme pour créer tout un multivers, c'est monstrueux comment ces films peuvent investir la mémoire de plus de 20 ans de cinéma. Il y a donc là un potentiel fanservice, déjà, il faut évoquer cette question-là d'abord, franchement flippant. Parce que j'ai été le premier à critiquer ça dans Spider-Man No Way Home, le fanservice, c'est une assurance marketing. C'est sûr que les gens qui ont connu ces films-là vont venir le voir par curiosité et ça va faire exploser le nombre de tickets d'emblée. Pour peu qu'en plus on soit généreux comme dans Spider-Man No Way Home sur le fanservice et que vraiment on donne ce que les gens fantasmaient de voir, je caricature sur Twitter, genre les 3 Spider-Man ensemble, et ben là on obtient un succès commercial monstrueux. Donc le multivers, c'est une base à un virus de cinéma, j'ai envie de dire, qui naît aujourd'hui réellement pour moi avec les univers du MCU, mais aussi déjà un petit peu avec Star Wars. C'est la multiplication des mêmes personnages dans différentes histoires, en essayant d'en tirer le plus possible de pognon, avant même d'avoir des histoires pleines, d'avoir des films, d'avoir des séries qui ont quelque chose à raconter. Pour moi, on est en train de créer une sorte d'univers geek, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire un univers qui s'était ouvert au grand public pour qui va finalement se refermer sur lui-même pour créer du fanservice, et comme la bulle serait tellement énorme qu'en fait les productions diraient tant pis, on va attendre qu'elle éclate, on va attendre que le public se lasse et on arrêtera. Et c'est clair que c'est flippant et ça peut arriver, c'est clairement une option. Mais je dois admettre, après avoir vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Dieu sait que j'étais inquiet de ce film, j'ai carrément fait un petit article dessus si ça vous intéresse. Là, je dois admettre que c'est intéressant, que ça peut créer des histoires assez géniales, avec de la vraie tension, avec des arrivées de personnages qu'on connaît d'autres univers, mais à mon avis, on n'a pas besoin de les connaître pour comprendre l'histoire, et c'est tout ce qu'on demande au final, on sait juste qu'ils sont importants, et prennent une certaine place dans le film. Et ça évoque aussi une limite, c'est-à-dire que d'un côté, je pense pas qu'on ait besoin de connaître les personnages, mais de l'autre, je dois admettre que si on les connaît, c'est quand même plus kiffant. Oui, c'est marketing quelque part, mais c'est original, et ça aurait été dommage, avec un tel potentiel, avec une telle fanbase, avec autant de gens qui aiment cet univers, de pas tenter le coup. Dans ce sens-là, je trouve que Doctor Strange in the Multiverse of Madness a beaucoup de mérite. Your sacrifice is worth more than your life. Ça me permet d'évoquer de suite quelque chose qui m'avait dérangé dans le film, c'est que cette nouvelle équipe de protecteurs de la planète, qui s'appelle donc les Illuminati, vous les avez vus, j'ai trouvé que c'était assez absurde quand ils finissent par rencontrer la sorcière rouge et la combattre. En fait, ils la combattent les uns après les autres, à part à la toute fin, quand Captain Marvel et Captain America, Peggy Carter, décident de la combattre à deux. Mais avant, ils regardent littéralement leurs copains se faire tuer. Enfin, notamment comment Mister Fantastic se fait tuer, c'est assez absurde. Ils le regardent littéralement éclater leurs copains. Alors que visiblement, c'est des gens qui font des conseils, qui ont donc un rôle très important, qui sont proches, qui ont vécu des choses difficiles, c'est ce qu'on nous explique avant, ils ont dû tuer leur Doctor Strange, donc c'est une équipe, quoi. J'ai trouvé cette séquence, en termes d'idées de gore, d'amener le personnage à un niveau de sadisme qui augmente petit à petit, et qui est de plus en plus horrible, de plus en plus terrifiant. Je trouve ça cool, et je trouve que ça marche en termes de montée de la tension. Mais en termes de vraisemblance de l'univers, moyen. Mais j'insiste, c'est toute la difficulté du multivers. Je n'ai pas apprécié ça, j'ai trouvé que c'était un peu facile, mais j'ai compris la tension, je l'ai ressenti, je me suis dit effectivement elle est de plus en plus horrible, et c'est assez horrible de les voir tous se faire tuer comme ça les uns derrière les autres. Le professeur Xavier qui se fait encore une fois tuer au cinéma, décidément il meurt dans tous les films ce mec. Mais j'aime bien l'idée, c'est intéressant. Après, ça demanderait peut-être un meilleur équilibre. Je pense pas que ce soit parce qu'on convoque des personnages dans un film qu'on doit les rendre, entre guillemets, les transformer en artifice de la narration. Je veux finir sur cette partie sur les Illuminati, notamment avec cet élément. Peut-être que je me suis trompé, mais je suis quasiment sûr de moi. Quand le personnage du professeur Xavier arrive, le thème musical qui a été choisi n'a pas été celui des films. Ils ont choisi le thème du dessin animé.
Our final member. C'est pour moi l'élément qui exemplifie en quoi le film a fait clairement le choix de dire nous maintenant on a ce film-là assume le multivers, si t'as pas vu les autres trucs, tant pis. C'est du kiff pour les fans, c'est de la densité pour ceux qui aiment l'univers, tu comprendras quand même l'histoire, mais clairement, tu vas voir une partie du public, je caricature, applaudir ou faire « Waouh, c'est super !» alors que toi, tu vas rien capter, tant pis, t'as raté un morceau. Mais c'est pour moi aussi la limite du truc, c'est-à-dire que quand tu vas chercher un personnage d'un univers qui est dans d'autres films carrément, d'une autre production, tu le ramènes sur la musique du dessin animé qui était encore avant. Enfin voilà, là pour moi on rentre vraiment dans ce que j'ai appelé dans ma critique sans spoil, une sorte de monde de geek qui presque refermerait sa bulle sur lui-même. Là, je suis quasiment certain qu'une partie du public est complètement passée à côté. Et je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que il faut pas mixer des références avec des références. Je pense qu'à bout d'un moment ça devient trop lourd et ça devient complètement cryptique. Et je trouve que c'est un poil trop. Je pense que si on introduit des personnages d'autres univers comme ça, il faut se contenter d'être très factuel et très efficace sur ce qu'ils sont et ce qu'ils apportent, et d'éviter peut-être tous les éléments qui vont vraiment basculer vers le fanservice. Parce que je pense que le fanservice, mine de rien, ça peut être un sacré repoussoir à des films qui, à mon avis, sans ça, sont déjà efficaces, ce qui est le cas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Désolé, je vais spoiler WandaVision. Donc là, à la limite, je vous dirais peut-être arrêtez-vous là et allez découvrir WandaVision. Parce que là, je vais la spoiler salement. Il se trouve que WandaVision est une série qui avait un univers paranoïaque. Et cet univers paranoïaque était clairement le premier pas, et c'est ce que j'avais supputé à l'époque dans mon podcast, d'un univers du MCU plus adulte et plus sombre. Donc, voir le personnage de Wanda devenir l'antagoniste principal de ce film ne m'a pas surpris en soi. Et c'est clair que j'ai pu apprécier beaucoup plus le film parce que j'avais vu la série. Je pense que montrer Wanda toujours dans cette même séquence avec ses enfants devant la télé ou au lit, pour dire voilà, elle est proche de ses enfants, oui, je comprends. Je trouve que le film va un peu vite là-dessus. Le début de WandaVision, c'est pas ses enfants qu'elle a perdu. Elle a perdu son amour. Elle a perdu l'homme de sa vie, Vision. Elle le recrée et crée une histoire qu'elle avait espéré vivre avec lui, avec des enfants. Mais ce qui est étonnant, c'est que le film choisit finalement d'abstraire Vision de l'histoire. Même dans les multivers où Wanda est donc mère et a ses deux enfants, le mari est absent. Enfin, si c'est Vision, il n'est pas là. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique parce que elle n'a pas eu ses enfants tout seul, elle a eu ses enfants avec l'amour de sa vie. Là, dans la série des films du MCU, et surtout dans WandaVision, ce sont des enfants de l'amour. D'un amour qui ne s'est pas fait, d'un amour qui est dramatique, d'un amour qui a été sacrifié. Et pour moi, la dernière partie du film, il manque la présence de Vision. Il manque ce catalyseur. Il manque à un moment donné le fait que quand la gentille Wanda dit à la Dark Wanda, les enfants sont aimés, ne t'inquiète pas, il manque le père pour complètement franchir le chemin et dire oui. Si on n'a pas vu WandaVision, on va juste se dire elle est timbrée. Je trouve, même si on comprend ce qu'elle dit. Elle dit « Je ne suis pas un monstre, je suis une mère ». Ok, on a compris l'idée, le gimmick est intéressant et assez efficace. Même si, honnêtement, et c'est pour ça que j'aurais aimé que le père soit là, être mère, c'est pas être... tu vois, c'est pas l'amour psychotique, c'est pas un délire de mère, hein. Ça peut être aussi un délire de père. Enfin, vous voyez, c'est pas quelque chose d'exclusif à la jante féminine, ce truc. Donc, ça aussi, pour moi, c'est bon. Très discutable en termes de sens. Mais dans l'univers tel que la série l'a introduit, et dans le développement du personnage dans le film, il y avait logiquement Vision à la fin. What you're doing here, it's wrong. It is wrong. Toute petite bulle sur les différents personnages et les différents moments que j'ai trouvé réellement magiques dans ce film, c'est bien sûr la présence au début du monstre tentaculaire qui s'appelle en fait Shumagorath et qui est un monstre interstellaire, un dévoreur d'univers dans l'univers Marvel, qui avait été adapté dans des jeux vidéo et moi j'avais beaucoup aimé ce personnage notamment. C'est kiffant de le voir dans le film, il sert pas à grand chose mais ça fait plaisir visuellement et puis ça a l'air vraiment d'être un monstre terrifiant, il détruit une partie de New York et tout et ils doivent l'arrêter de manière assez gore et tout donc c'est plutôt cool. Franchement ça fait plaisir de voir des monstres qui sont bien utilisés et qui donnent lieu à des scènes sympathiques. Il y a des défauts d'effets spéciaux, faut même me faire dire ce que j'ai pas dit, j'ai trouvé qu'il y avait certains endroits où le double numérique de Doctor Strange, bon voilà, ça m'a un petit peu choqué l'œil, tout n'est pas parfait, mais c'est kiffant et c'est assez entre guillemets grand 8 pour que ça puisse passer.
Et bien sûr, j'ai beaucoup kiffé Wanda et ses transformations de plus en plus gore, de plus en plus violentes, là, avec le sang, les mains qui deviennent noires, les yeux rouges, le fait qu'elle poursuive, qu'elle éclate le personnage de Mister Fantastique, qu'elle fasse éclater, comment il s'appelle encore, le chef des Inhumains, qu'elle lui enlève la bouche, là, ce moment qui est absolument flippant. C'est un monstre des MCU kiffant à mort, peut-être un des meilleurs antagonistes en termes de tension et de mise en spectaculaire, c'est vraiment super cool. Pas en termes de sens encore une fois, mais en termes de kiff à l'image, franchement, grosse apothéose pour le personnage de la sorcière rouge. Évidemment, j'ai adoré l'idée du Doctor Strange zombie. Le coup de voir le Doctor Strange mourir au début du film pour renaître littéralement dans la dernière séquence, et toutes ces séquences visuellement géniales où on le voit manipuler des spectres, se faire une sorte de multiples bras tel qu'il avait pu le faire dans Endgame mais en version zombie spectrale, c'est super kiffant. Il y a tout un travail sur la gueule notamment qui est super classe, qui arrive à reprendre les expressions de Benedict Cumberbatch avec un peu de peau, peu d'effet, et on arrive à croire aux émotions du personnage à travers ce personnage de zombie, ce que j'ai trouvé super cool en même temps quand il dit enfin à America Chavez qu'elle ne s'est jamais trompée et qu'elle a toujours su manipuler son pouvoir à bon escient. Belle séquence et bien écrite en termes de sens, et en plus j'aime beaucoup l'idée que le personnage meurt au début et revive à la fin, littéralement. C'était une petite bulle, mais moi perso, je voulais dire un petit peu ce que j'avais compris par grand 8, et pour le coup, je suis d'accord avec Martin Scorsese, les films du MCU parfois c'est un peu juste un grand 8. Eh bah ouais, mais des fois, je trouve quand ça marche, quand c'est efficace, quand on s'amuse, et qu'au final ça donne un film qui a une histoire de fond plutôt cohérente, même si on n'est pas forcément emballé émotionnellement, eh ben ça vaut le coup, on s'amuse. La vie c'est pas toujours d'une très grande profondeur. Là, la profondeur elle est là, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de barrières pour qu'on puisse tout à fait l'apprécier. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment kiffé ce Doctor Strange 2, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de super-héros où j'avais l'impression d'être vraiment vivre quelque chose de l'ordre du merveilleux, de découvrir de nouvelles choses sympathiques dans différentes séquences. Pas pendant tout le film, mais globalement je me suis vraiment bien amusé. C'est une bonne base, je pense, ce Doctor Strange pour vraiment développer un univers plus adulte et un univers qui va utiliser ce multivers. Est-ce que j'aimerais que ce multivers soit aussi fanservice? Non. J'aimerais qu'il réussisse à faire des films qui tiennent tout seuls, tout en étant très généreux. Il n'y a pas encore de formule toute faite, il va falloir trouver. Mais je trouve que pour le coup, là maintenant, avec ce Doctor Strange, on a une bonne base. À voir maintenant comment ça va se développer, comment Thor, notamment Love and Thunder, va développer son univers au travers de ça ou à côté de ça, et surtout comment les prochains films du MCU vont prendre appui sur ce film pour proposer de nouvelles choses. Évidemment un univers X-Men, évidemment un univers 4 Fantastiques qui a été non baptisé mais clairement vendu dans ce film-là. Bref, moi je trouve que c'est d'abord et avant tout une idée originale, une tentative originale. Alors avant de lui tomber dessus en lui disant qu'il a tous les défauts du monde, je tenais juste à vous rappeler ça, on n'a jamais tenté ça et on l'a jamais tenté comme ça. Donc, soyons patients, attendons de voir. Et en attendant, c'est quand même un film très sympathique à kiffer.